D'après l'organisation Euromed, Human Rights Monitor, on compte près de 130 000 victimes et ils pensent que le chiffre est très largement sous-évalué. Au moins 72 000 blessés, au moins 45 000 mortes et disparus. Donc environ 70% sont des femmes et des enfants. Et comme on le dit dans le tract que vous pouvez voir et qu'on va distribuer, le nombre d'enfants tués en 4 ans dans l'ensemble des conflits à travers le monde est moins élevé que le nombre des enfants tués à Gaza en 4 mois. Entre octobre 2023 et février 2024, 12 300 enfants au moins ont été tués. Et pour Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, un nombre indéterminé de personnes, estimé à plusieurs dizaines de milliers, gisent sous les décombres des bâtiments détruits par les frappes israéliennes. Quant à Martin Griffiths, qui est responsable humanitaire en chef des Nations Unies, il déclare que la vie s'écoule de Gaza à une vitesse terrifiante. Plus de 60% du territoire est rasé, dévasté, les vergers, les serres et les champs sont inutilisables pour très longtemps. Israël a lâché 70 000 tonnes d'explosifs sur Gaza en 5 mois, 65 000 bombes ou missiles. Alors la pêche n'est plus possible, évidemment, sauf au risque de leur vie pour les pêcheurs qui essayent de nourrir un peu leur famille, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et puis, les maisons sont détruites, les bâtiments sont détruits, les hôpitaux, les cliniques, les bâtiments de culte, les écoles, etc. Et quant à la ville de Gaza, qui était autrefois une métropole extrêmement vivante, elle a disparu. Vous le savez, 1,8 million de personnes à peu près ont été déplacées et se trouvent complètement piégées dans le sud à Rafah, dans des conditions absolument épouvantables, dans des camps de toile, sans eau, sans électricité, sans sanitaire, sans nourriture, bien sûr. Cette famine qui frappe Gaza, elle est organisée par les autorités israéliennes. Le Ramadan a commencé, et c'est une période festive en Palestine, comme dans la plupart des pays musulmans, bien sûr, enfin, ou à majorité musulmane, parce que vous savez très bien qu'en Palestine, il y a aussi des chrétiens, il y a plein d'athées, mais une majorité musulmane. Et il n'y a pas d'eau. Quand exceptionnellement elle coule au robinet des organismes humanitaires, elle est saumâtre, elle n'est pas buvable. Il n'y a pas de nourriture. Les gens sont réduits à manger du fourrage, ce qui en reste, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux à Gaza. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité, les communications sont quasiment impossibles, hein, que ce soit le téléphone ou Internet. Il y a 2 compagnies de téléphone à Gaza, enfin en Palestine, et les employés de ces 2 compagnies essayent, au péril de leur vie, là aussi, de réparer les réseaux. Plusieurs ont été tués en essayant de rendre la communication aux Gazaouis. Les entrepôts de nourriture sont bombardés régulièrement, et qu'on ne nous dise pas que c'est par hasard, ils sont clairement estampillés Nations Unies. Par exemple, le 12 mars, celui de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Et à 3 reprises au moins, apparemment 4, les soldats israéliens ont tiré à bout portant sur les Palestiniens qui essayaient de récupérer l'aide quand quelques camions avaient pu passer la frontière sud de Rafah vers Gaza, et que de la farine notamment était possible. Hier encore, à la lisière de la ville de Gaza, les soldats israéliens ont tiré sur une foule d'hommes qui essayaient de trouver de la nourriture pour leurs enfants. Encore 30 morts, 160 blessés et en une semaine environ, au moins 500 morts, tirés comme des lapins par l'armée israélienne alors qu'ils tentent de trouver de la nourriture. Alors, malheureusement, certains tirent profit de cette catastrophe. Parce que la Palestine, c'est une société comme tant d'autres. Il y a des gentils et des méchants. Il y a des gens honnêtes et des moins honnêtes. Et là, certains réussissent à s'approprier un petit peu de la nourriture
qui est livrée en très petite quantité, et puis la revente à des prix d'or. Ce que, évidemment, les Palestiniens lambda, on va dire, de Gaza ne peuvent pas se permettre. La famine, la vraie famine, s'installe et les enfants meurent de faim. Il y a une semaine environ, on comptait 23 enfants morts de faim dans les hôpitaux de Gaza, dont un bébé de 16 mois. L'aide n'arrive pratiquement plus depuis février. Alors on sait que du côté de l'Égypte, dans le Sinaï, sur cette route qui traverse le désert, il y a des centaines de camions en file qui attendent de pouvoir pénétrer et de livrer les produits de première nécessité, et qui sont interdits d'entrée évidemment par Israël. Mais quand des camions entrent, ils ne peuvent pas accéder au nord. Et au nord, il y a encore environ 300 000 personnes qui survivent dans des conditions absolument atroces. Mais les États-Unis veillent. Et dans une opération de communication très bien organisée, les États-Unis envoient 2 navires qui vont, théoriquement, construire une jetée un petit peu au large du port, enfin de ce qui était le port de Gaza, afin de pouvoir décharger des bateaux chargés de nourriture et faire ce que prétend Israël maintenant, inonder Gaza d'aide. Mais ça, c'est se dédouaner très facilement de la complicité de génocide. De même, un bateau d'une ONG espagnole vient d'arriver de Chypre par un couloir maritime décrété par les États-Unis et l'Union européenne notamment, porteur de 200 tonnes d'aide, contrôlée par Israël. Et à bord, il y a, tenez-vous bien, un chef étoilé des États-Unis qui va procurer 1 million de repas aux gens de Gaza, dit-il. On se demande comment, avec quel soutien, au profit politique de qui, par quel coup de baguette magique, alors que les bombes continuent de tomber sans relâche sur Gaza. C'est tout bonnement un écran de fumée. Alors c'est vrai que si l'aide peut entrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera un soulagement pour certains Gazaouis. Sauf que cette opération très médiatisée dispense Israël de l'obligation de laisser entrer l'aide terrestre. Elle sert de diversion à Israël qui, dans le même temps, intensifie la catastrophe humanitaire. Et c'est ce que dénoncent 24 organisations humanitaires internationales. Ainsi, la responsable de Médecins sans frontières aux États-Unis a déclaré « Le plan des États-Unis d'une jetée temporaire à Gaza est une diversion flagrante du problème réel, qui est la campagne militaire disproportionnée et indiscriminée et le blocus que mène Israël. La nourriture, l'eau et le matériel médical dont les gens de Gaza ont désespérément besoin se trouvent juste de l'autre côté de la frontière. Israël doit faciliter et non bloquer l'arrivée des marchandises. Ce n'est pas un problème logistique, c'est politique. » Et puis, plus cynique peut-être encore que cette aide humanitaire, alors que le blocus est absolument total pour les Gazaouis et pour les organisations humanitaires qui tentent de les aider, et pour l'aide terrestre donc, eh bien, il est levé pour les camions des États-Unis qui traversent Gaza et qui se rendent sur la côte pour amener du matériel pour construire cette fameuse jetée temporaire. Jetée qui sera opérationnelle dans 2 mois. Il faut 1 mois au navire des États-Unis pour arriver, puis il faudra encore 1 mois pour la construire. Dans 2 mois, qu'est-ce qui restera de Gaza? Pour Amnesty International, les largages aériens et les routes maritimes ne peuvent être une alternative à l'acheminement d'aide humanitaire par voie terrestre. Les États ne peuvent se cacher derrière les largages aériens et un corridor maritime pour créer l'illusion qu'ils répondent adéquatement aux besoins de Gaza. Leur principale responsabilité est d'empêcher la perpétration de crimes atroces et d'exercer une pression politique efficace afin de mettre un terme aux bombardements incessants et aux restrictions qui empêchent l'acheminement sécurisé d'aide humanitaire.
vient d'apprendre que les négociations pour un cessez-le-feu éventuel, ou au minimum une trêve, qui n'avaient pas abouti, vont reprendre. Mais les bombes israéliennes ne s'arrêtent pas. Le Hamas, qui exigeait à juste titre un cessez-le-feu immédiat et définitif, accepterait une trêve de 6 semaines, accompagnée du retrait de l'armée d'occupation, qui déboucherait sur la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. On parle de chiffres qui ne sont pas avérés pour l'instant. Mais Netanyahou, qui continue d'affirmer qu'il veut détruire le Hamas, n'a pas encore répondu, et ses généraux ont fait savoir qu'un cessez-le-feu signerait la défaite de l'armée israélienne et qu'il n'en était pas question. Ce matin, j'entendais Bertrand Badi, que vous connaissez sûrement, sur une radio du service public, qui expliquait que cette aventure criminelle menée par Israël mettait en évidence la victoire politique du Hamas, qui n'est pas défait militairement. On parle de peut-être 8 à 10 000 combattants du Hamas tués pendant l'offensive israélienne, mais qui resterait meneur du jeu politique. Et c'est ce qu'a bien intégré l'exécutif israélien, et c'est aussi pour ça qu'ils veulent continuer jusqu'au bout. Et donc Rafah est toujours la prochaine cible d'une attaque massive. Hier, Netanyahou a approuvé le plan de son état-major pour la lancer, d'un moment à l'autre. La communauté internationale, dont les États-Unis, dit vouloir empêcher le carnage. Mais l'exécutif israélien reste sourd aux pressions énormes pourtant, tout arrive, qu'il reçoit, y compris donc des États-Unis. Et Badi encore met en lumière la faillite politique et diplomatique des États-Unis, superpuissance incapable de faire le choix entre le soutien idéologique et politique à Israël, État voyou et génocidaire, et la fourniture massive d'armes, et une posture politique et morale indispensable au niveau interne des États-Unis en période préélectorale, et que le monde entier attend. Je terminerai en citant à nouveau Amnesty International, qui dit « Les États ne doivent pas exploiter l'aide humanitaire pour contourner leurs responsabilités et obligations en vertu du droit international, y compris la prévention de crimes atroces. Pour que les États remplissent leurs obligations prévues par le droit international, ils doivent cesser tout transfert d'armes risquant d'être utilisé pour commettre des crimes internationaux. Ils doivent également mettre en place des mesures sérieuses afin d'imposer un cessez-le-feu immédiat, garantir un accès humanitaire sans entrave et tenir les coupables pour responsables. » Alors nous allons continuer d'exiger le cessez-le-feu immédiat et définitif, l'entrée immédiate de l'aide humanitaire par la route et l'arrêt des ventes d'armes à Israël.